au CICT, au CICT, donc du CHRU de Tours, pour une thèse de sciences, en neurosciences, plus précisément en neuroradiologie interventionnelle. Et donc, il aura le plaisir ce soir de nous présenter les principes de base pour la prise en charge des anévrismes intracrâniens par voie donc endovasculaire. Donc, si docteur Nouroudine est prêt, ce sera un plaisir de lui passer, de lui laisser la parole. Merci beaucoup, Dr. Badiro. Un plaisir pour moi, effectivement, de vous présenter un peu les principes de base, bien sûr, euh, les principes de base sur la prise en charge endovasculaire des anévrismes intracrâniens. Il faut que je vire ça. On va suivre un peu ce plan, voilà, pour essayer de rappeler un peu les principes de base. On parlera un peu de nos radiologies diagnostiques, on parlera un peu des principes globaux aussi de l'endovasculaire. On parlera des différentes techniques de l'endovasculaire, le coiling, les devices intrasaculaires, le flow diverter. On parlera aussi des complications et de leur prise en charge globalement, et puis on verra quelques cas. Et puis si on a le temps, on pourra refaire en fait, voilà, j'ai des cas sur PowerPoint qu'on pourra revoir si on a un peu de temps. Donc, c'est quoi un anévrisme? Voilà, c'est la perte en tout cas de parallélisme d'une artère cérébrale, voilà, qui va résulter en tout cas d'une faiblesse de la paroi des artères. 1% de la population porte des anévrismes. Et parmi ces anévrismes, on a quand même 15% de ces anévrismes qui sont quand même multiples. Voilà, donc on peut avoir des anévrismes sastiformes, fusiformes et disséquants. Donc, c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que, bon, ces formes, en fonction de ces formes, il y aura diverses prises en charge qui seront proposées. Voilà. L'endovasculaire, c'est une technique qui est moins invasive, comparativement en tout cas au clipping chirurgical. Bien entendu, ce n'est pas pour dire que c'est supérieur au clipping chirurgical. Il faut savoir que c'est une technique qui permet en tout cas d'accéder à l'anévrisme en passant tout simplement à l'intérieur des artères, hein, à l'aide des cathéters, notamment les artères cérébrales. Les différentes techniques qu'on utilise couramment parce qu'aujourd'hui, l'endovasculaire, ce n'est pas seulement le coiling, hein. Il faut pas retenir que quand on dit endovasculaire, c'est bon, c'est que le coiling. Mais non, non, pas du tout. Ce n'est pas seulement le coiling. On a les devices aussi intrasaculaires, c'est-à-dire c'est des dispositifs qu'on déploie à l'intérieur du sac anévrismal pour l'exclure. On a aussi la technique de la diversion de flux par des stents qui dévient le flux et qui vont permettre plus tard d'avoir une néo-intimation et réparer l'artère. Et on peut aussi occlure l'artère parente, bien entendu, si on a un bon polygone de Willis et que l'artère contralatérale prend bien le relais. Les facteurs de risque des anévrismes, on sait tous, hein, c'est le tabagisme, c'est l'hypertension artérielle, enfin, il y a des facteurs héréditaires, hein, la polykystose rénale, le syndrome de Marfan, la neurofibromatose de type 1, etc. Et il est très important de savoir que lorsqu'on a des anévrismes non rompus, c'est un traitement qui doit se discuter au cas par cas, si on traite ou pas, bien entendu, en fonction des caractéristiques telles que l'âge du patient, la taille de l'anévrisme, la localisation, et ainsi de suite. Par contre, lorsqu'on a un anévrisme rompu, il faut systématiquement le traiter pour éviter le ressaillement que nous connaissons tous, qui est fatal dans 90 à 95% des cas. On a quand même un risque annuel d'hémorragie sous-arachnoïdienne liée à la rupture d'un anévrisme qui est de 1,1% par an pour des anévrismes inférieurs à 10 mm. Et ce risque est quand même supérieur, pardon, est quand même de près de 3% par an pour des anévrismes qui ont un diamètre supérieur à 10 mm.
Je vais passer sur la neuroradiologie diagnostique parce que il est important de bien connaître en tout cas sa sémiologie neuroradiologique par rapport pour pouvoir faire le diagnostic des anévrismes. Donc, notamment, on peut s'aider en tout cas de l'enjeu IRM et de l'enjeu scanner. C'est largement suffisant. On l'a vu récemment lorsqu'on a fait un peu déjà un peu de background sur les collègues précédemment ont fait beaucoup de, ont fait énormément de présentations sur la vascularisation, voilà, l'imagerie et tout ça en neuroradio. Donc, c'est juste pour rappeler un peu hein, qu'avec par exemple, dans le scanner, on arrive déjà à quand même identifier un peu le polygone d'Ovillis et avoir une image d'addition et suspecter un anévrisme. À l'enjeu IRM aussi, on voit ici clairement en tout cas un anévrisme de la communicante antérieure avec un azigo. Et bien entendu, on a aussi en fait l'angiographie qui est l'haltérographie que nous connaissons tous, qui est en tout cas le gold standard plus ou moins si on veut vraiment être plus à l'aise et bien cartographier un peu si on veut en fait l'enjeu architecture de l'anévrisme intracrânien parce que on a quand même l'avantage de pouvoir en fait avoir accès aux six axes, c'est-à-dire les carotides communes, les carotides internes, les vertébrales. Donc on a une enjeu architecture beaucoup plus détaillée et un planning chirurgical tout comme endovasculaire beaucoup plus pertinent et performant avec l'angiographie. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer un peu, mais je ne vais pas m'attarder dessus, hein, parce que si vous voulez diagnostiquer, il faut aussi connaître un peu l'anatomie, enfin, je veux dire, l'angiographie normale. Hein, d'accord? On voit bien la carotide qui va se subdiviser un peu en ce premier segment A1. Et puis, on a le M1. Je ne vais pas m'attarder dessus parce on avait déjà vu tout ça, mais ça faisait partie de ma présentation. Donc, je vais passer là-dessus et je vais aller directement en fait au principe un peu du traitement endovasculaire. Il faut savoir que pour faire de l'endovasculaire, il faut vraiment en fait un setup. Pour un setup euh, du patient, donc une salle qui doit être stérile et qui doit comporter en tout cas un compartiment, en tout cas un compartiment pour les neuroradiologues interventionnels et leurs manipulateurs et l'autre compartiment pour l'équipe d'anesthésie. Et puis, bon, généralement, on peut faire de l'endovasculaire avec du monoplan, mais de nos jours, le biplan est beaucoup plus standardisé parce qu'avec le biplan, on arrive à faire beaucoup d'acquisitions parce que c'est très important. On verra, hein, les incidences jouent beaucoup dans la réussite aussi. C'est un peu comme nous, en neurochir, hein, la position bloc opératoire. On préfère telle position, telle position. Ça joue aussi, en tout cas dans le traitement endovasculaire, de pouvoir dégager de très belles incidences pour pouvoir accéder facilement à l'anévrisme et le traiter, quelle que soit la technique qu'on a choisie. Donc, le biplan est beaucoup plus adapté. Pour les patients, il faut que le patient soit sédaté, endormi, bien recouvert par un draping stérile, surtout par rapport. Et puis, on peut, pour l'abord fémoral ou l'abord radial. Donc, on peut aborder en tout cas, les anévrismes intracrâniens par voie radiale comme par voie fémorale, mais on préfère beaucoup plus, en tout cas, l'abord fémoral. Bien sûr, c'est un patient qui doit être bien monitoré systématiquement. Et pour le personnel, on a besoin des manipulateurs, hein, un ou deux, qui vont essayer de gérer un peu tout ce qui est console en arrière-plan. Voilà. Et bien entendu, ils doivent tous être protégés pour des raisons de radioprotection, hein, avec des tabliers de plomb, cache thyroïde et lunettes lunettes de protection pour la rétine et tout ça. Et bien sûr, ils doivent être stériles. Hein. Donc, voilà un peu l'ambiance, un peu de à quoi ressemble un peu en fait, voilà, un enjeu suite, hein, voilà, une haltérographie, pardon, une salle d'angiographie pour le traitement des anévrismes. Ensuite, on a le matériel qu'il faut connaître, bien entendu. Et le matériel, c'est ce qu'on a besoin, en tout cas, d'un cathlon, un cathéter pour ponctionner l'artère fémorale ou l'artère radiale. Et on a besoin aussi du guide. C'est un peu comme quand vous prenez vos voies fémorales en réanimation, pour ceux qui ont fait de la réa.
on a le guide, puis ensuite on a le désilé qui est l'introducteur en fait. Et en général, si le patient n'est pas endormi, il faut le faire dans le mode sous anesthésie locale pour que le malade n'ait pas mal. Et pour fonctionner, il faut retenir les repères anatomiques. Tout simplement, il faut toujours piquer en dessous du pli de laine, deux doigts de travers au niveau de l'ombilic, et puis on trace la ligne qui relie en tout cas la symphyse pubienne, et on pique en fait en dessous du pli de laine, et en s'orientant, bien entendu, en fait, on pourra le revoir là. En général, il faut piquer 45 degrés à travers la tête fémorale et en suivant l'axe de la tête fémorale, bien entendu, euh, sous le pli de laine. Ensuite, on va retirer l'aiguille, on va introduire le guide et puis en fait, on va maintenir le guide, puis faire passer le désilé à travers le guide et retirer le guide et laisser en place le désilé qui est l'introducteur qui va permettre en tout cas après d'introduire euh, des cathéters pour naviguer. Voilà, donc on aura du reflux qui va témoigner que bien entendu on est bien dans la tête fémorale. Il faut utiliser des guides. Et quand je parle de guide, c'est pour les cathéters. On verra que quand on parle après de micro-guide, c'est pour les micro-cathéters. Donc ça, c'est un introducteur. C'est un micro. Voilà. Et là, on a nos cathéters qui vont nous permettre de pouvoir accéder voilà, aux différentes incidences qu'on veut faire. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Puis ensuite, il faut savoir qu'en endovasculaire, on utilise beaucoup plus soit de la scopie pulsée ou de la graphie. Mais on préfère plus de la scopie pulsée. Voilà, parce qu'on arrive à faire beaucoup d'images. Il faut utiliser du contraste parce que ça permet de repérer l'ostium des vaisseaux et de pouvoir faire des séries de graphies pour déterminer correctement l'anatomie et de naviguer. Et très souvent, on préfère aussi faire des roadmaps qui servent en tout cas de chemin pour pouvoir bien naviguer sans se tromper. Parce que surtout pour un débutant, il ne faut pas cathétériser la carotide ou cathétériser en tout cas un sac anévrismal sans faire de roadmap. Alors, le plus important, c'est quoi? C'est qu'il faut exclure l'anévrisme, il faut éviter les complications per procédure, il faut prévenir en tout cas les procédures, les complications. Et il faut savoir en tout cas que pour décider cela, il faut toujours que ça passe par une concertation multidisciplinaire entre les neurochirurgiens et l'équipe d'intervention neuroradiologique. Et il faut savoir que cela va dépendre en tout cas du ratio dôme-nec, donc collé et sac anévrismal. Ça va dépendre aussi en tout cas de l'interparence. Cela va conditionner un peu en tout cas, va conditionner un peu euh, la technique en tout cas à utiliser, hein. Et aussi de la localisation de l'anatomie. Ça permet de préparer un peu déjà, en fait, de se préparer un peu à l'avant et à l'après-embolisation et d'éviter en tout cas, voilà, d'éviter le maximum possible de complications et de risques pour le patient. Donc, effectivement, on a le coiling, on a le stent à diversion de flux, on a également, en fait, on verra tout à l'heure dans le détail, on a aussi les devices intrasaculaires. Alors, pour ce qui est du coiling proprement dit, il faut savoir qu'il faut toujours mesurer en tout cas voilà, le dôme neck ratio, l'enjeu architecture pour décider soit on fait du simple coiling, c'est-à-dire on fait du coiling simple, ou soit on fait du coiling mais on s'assiste d'un ballon pour faire du remodeling du collet, c'est-à-dire c'est pour les collets qui sont larges, on verra ça tout à l'heure, ou soit on peut également faire du stenting assist coiling. Donc, un peu ça, là, vous voyez déjà en préambule hein, le ballon est gonflé et qui permet de retenir en tout cas le coil. Et on voit bien aussi qu'on a un stent aussi qui peut permettre de faire la même chose. Et puis après, voilà, ici, c'est un peu une technique du dialing. Bon, on en parlera tout à l'heure. Donc,
C'est quoi le simple coiling? Le simple coiling, c'est le coiling tout simple, hein. Il n'a besoin de personne. Et très important à savoir, il faut toujours choisir la bonne incidence adéquate, hein. Ça dépend de la localisation. Il n'y a pas une incidence fixe en fait. Ça dépend de la localisation. En faisant le roadmap et la 3D, on combine, on essaie de voir l'incidence qui paraît la mieux adaptée pour naviguer sans trop de soucis. On va naviguer en tout cas avec des micro-cathéters et des micro-guides. Puis ensuite, à l'intérieur de ces micro-cathéters, on va essayer de déployer en fait des spires de coil pour essayer d'occlure l'anévrisme. Donc, l'objectif, en fait, c'est tout simplement, en tout cas, d'avoir un packing rapidement et d'avoir, en fait, une thrombose intrasaculaire de l'anévrisme et, bien entendu, prévenir, en tout cas, une rupture per procédure qui est des fois fatale. Et c'est pour ça que même dans cette technique de coiling simple, on monte toujours son ballon et le ballon est à côté. On verra tout à l'heure pourquoi. Parce que le ballon, en cas même de rupture, le ballon ici va servir un peu comme de clip temporaire, comme ce que nous faisons en neurochir classiquement. D'accord? Lors d'une rupture, rapidement, même si c'est pour un simple coil, il faut toujours avoir un ballon à côté. Et si jamais tu as une rupture pendant le coiling, bah, tu gonfles rapidement ton ballon, ça va limiter en tout cas le saignement et bien entendu, ça peut euh, impacter sur le pronostic. Bien entendu, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que pendant l'embolisation, on utilise de l'héparine. Donc, une fois la première spire déposée, il faut demander à nos amis anesthésistes de passer la dose de charge d'héparine. Cela permet de limiter le risque de thrombose parce que l'une des complications de l'endovasculaire, c'est qu'elle est quand même un peu thrombogène. Donc, pour éviter cela, on travaille sous héparine. Et bien entendu, tout ce que nous utilisons comme cathéter, en fait, il est fluidifié, en fait. Tous les cathéters sont perfusés avec de l'eau héparinée déjà et aussi de l'eau avec de la nimodipine. Donc, j'en ai pas précisé, je pense, au début, mais il faut le savoir. C'est toute une préparation qu'on fait. Tous les cathéters sont perfusés. Voilà, et notamment le cathéter intermédiaire, il y a de l'eau avec de la nimodipine qui passe. Le cathéter principal, il y a de l'eau héparinée aussi qui passe. Tout cela permet de fluidifier et pour qu'on n'ait pas de vasoconstriction et pour qu'on n'ait pas d'effet thrombogène, qu'on n'ait pas de thrombose qui se forme. Parce que les artères, quand même, sont facilement, surtout lors des anévrismes rompus, il y a ce vasospasme qui est très important. Donc, vous pouvez voir ici, par exemple, là, on a très bien en fait, il faut l'avoir l'idée. On a en fait le cathéter proprement dit, hein, le gros cathéter. Ensuite, à l'intérieur, c'est un peu comme le cathéter porteur. Puis ensuite, à l'intérieur, en fait, on a en fait le micro-cathéter normalement. Puis en fait, on a le micro-guide. Donc, micro-guide va avec le micro-cathéter et cathéter va avec guide. Donc, bon, ça, c'est juste pour vous montrer un peu, on verra ça tout à l'heure, un peu comment les coils voilà, sont déposés. On verra ça tout à l'heure. Puis, en fait, après le coiling simple, on a le coiling assisté de ballon. Et toujours, là aussi, il faut toujours choisir la bonne incidence. C'est très important. Et bien entendu, ici, la technique, c'est de positionner d'abord son ballon au niveau du collet parce que ici, le ballon va remodeler un peu, en fait, le coiling, parce que le collet de l'anévrisme. Parce qu'on sait très bien que quand le collet il est large, les coils ne vont pas tenir à l'intérieur. Vous mettez des coils, ils vont protruire, il y aura une protrusion des coils. Et du coup, pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gonfler en fait un ballonnet au niveau du collet, de telle sorte qu'on va réduire un peu la taille du collet et pouvoir faire passer le cathéter. Et comme ça, le ballonnet va maintenir les coils dans le sac anévrismal. Et une fois que ça s'est compacté, ça ne pourra plus descendre. Donc, il faut mettre en fait justement ce ballonnet devant le collet de l'anévrisme. Il faut naviguer et le poser et ensuite mettre son microcathéter à l'intérieur du sac anévrismal pour déployer ses coils. Cela va permettre en tout cas, donc la technique qu'on fait, c'est qu'initialement,
il faut monter un ballon qui n'est pas inflaté, c'est-à-dire qui n'est pas gonflé. Ensuite, on inflate le ballon, puis on met le premier coil, on déflate, on évalue. Une fois que ça tient, on complète maintenant avec, parce que aussi, le premier coil que vous mettez, c'est le coil, ce coiling vous permet de faire en fait la cage. Donc, c'est un peu comme la fondation, si vous voulez. Donc, une fois que ce premier coiling tient, c'est bien. Ensuite, vous avez juste en fait qu'à remplir pour essayer de remplir complètement en fait votre sac à anévrisement et l'exclure. Alors, il faut savoir que vous ne pouvez, il faut faire attention pour ne pas inflater votre ballon plus de 5 minutes. C'est un peu comme le clippage temporaire. Vous clippez temporairement, au bout de 5 minutes, il faut relâcher, attendre un peu, puis ensuite reclamper. C'est pareil aussi pour le ballon. Donc, vous gonflez votre ballon, 5 minutes plus tard, vous dégonflez. Donc, il faut l'avoir à l'idée pour ne pas laisser longtemps, comment dirais-je, le ballonnet gonflé. Vous risquez de, voilà, de causer des dégâts de sténosés ou de créer un AVC ischémique, une occlusion. Donc, ici, le but, c'est quoi? C'est de stabiliser les cols à l'intérieur de la névrose. C'est pour ça qu'avant, on disait que lorsqu'on a un collet large, bon, systématiquement, bon, c'est la chirurgie, mais depuis maintenant 20 ans, ça a révolutionné. Donc, un collet large n'est plus une contre-indication au coiling. Non, on peut s'aider, en fait, du ballonnet ou du stent pour essayer quand même de réaliser son coiling parfaitement. Et bien entendu, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le ballonnet aussi permet en tout cas, par exemple, de limiter en tout cas le saignement en cas de rupture pré-procédure et cela peut améliorer aussi le pronostic en tout cas des patients parce que imaginez s'il y a rupture pré-op, bah, si vous n'arrêtez pas tout de suite le saignement, le patient, c'est sûr, bon, il va mourir sur table. Et aussi, là aussi, il faudra, une fois que le premier coil est posé, il faut rappeler toujours, il y a la dose d'héparine voilà, qui est donné aux patients par nos amis anesthésistes. Ensuite, on a le stenting qui va assister en fait le coil. Et là, effectivement, lui, c'est pour des anévrismes un peu particuliers, surtout qui ont vraiment en fait euh, un collet large, des anévrismes géants ou qui sont un peu fusiformes ou qui sont un peu ou des anévrismes un peu complexes. Donc, en réalité, cette technique, on a quand même quatre types de techniques. On a le simple assist coiling, on aura voilà, en A, qui est là, c'est-à-dire que on positionne notre stent au regard du collet de l'anévrisme, puis ensuite on passe à travers le stent notre microcathéter, puis on déploie les coils. La deuxième technique, c'est qu'en fait, le microcathéter est positionné d'abord avant le déploiement du stenting, ce qui fait qu'une fois qu'on va positionner, on va déployer le stent, il va piéger en fait le microcathéter. Donc, on parle de stent jail technique. Donc, il va piéger le microcathéter. Du coup, il ne va pas bouger. Et dans ce cas, lorsqu'on va déployer les coils, ils vont rester, ils vont tenir. Et bien entendu, par contre, ici, lorsque vous entendez le mot stent, il faut savoir que c'est pas. Il faut penser en fait au double anti-agrégant plaquettaire, c'est un régime parce que les stents, c'est rajouter encore plus de thrombogénicité. Donc, pour lutter contre cela, ici, hormis l'héparine, on ajoute en fait du cardiagique, puis on donne aussi une dose de charge de ticagrelor, qui est un antiplaquettaire puissant, aux patients. La troisième technique, c'est le stent du jack technique. Par contre, ici, on voit que on a en fait le stent est déployé en fait, puis et le microcathéter sont comment on appelle ça, sont déployés ensemble à la première, ensemble, un peu comme oh là là, mon curseur, un peu comme là. Et puis ensuite, en fait, on déploie les coils à l'intérieur. Bon, c'est juste une variante, en tout cas, de la première technique. Et ensuite, on a le white stenting quand même euh, franchement, c'est pour vraiment tout ce qui est bifurcation, où en fait, on a besoin, en fait, et avec à coller large, un peu comme vous pouvez voir là.
au niveau de la ligne B, vous voyez très bien ici. Donc, on essaie de monter deux stents. Donc, on a plusieurs cathéters qui vont monter. Donc, il y aura deux stents qui vont se positionner en forme de Y pour réduire, en fait, non seulement pour réduire, en fait, le collet, mais en même temps pour essayer de respecter l'intégrité des parois des vaisseaux, du vaisseau parent qui porte l'anévrisme. Et c'est surtout pour les anévrismes de bifurcation. Et à travers maintenant ce Y stenting, on fait rentrer, en fait, un microcathéter et on déploie des spires de coil. Voilà, donc c'est le même objectif, hein, c'est de pouvoir stabiliser les cols à l'intérieur de l'anévrisme et bien entendu d'éviter toute protrusion de cols qui peuvent sténoser l'artère et également aussi de préserver l'intégrité, en tout cas, de la paroi du vaisseau. Bien entendu aussi, précaution à prendre, c'est la double anti-agrégant plaquettaire plus les parrainants. Euh, pour les devices intrasaculaires, ça a révolutionné un peu aussi la technique d'endovasculaire, parce que l'endovasculaire évolue de façon exponentielle, hein, ces 20 dernières années. On a les devices intrasaculaires. Je vais vous parler essentiellement du web. Il y a d'autres types de devices, il y a le contour, il y a pas mal de devices, mais je vais vous parler de celui qu'on utilise beaucoup plus dans mon centre, qui est le web que vous voyez là en éthanol, qui est normalement déployé tout simplement à l'intérieur du sac anévrismal. Donc, il est là, il va occlure l'anévrisme et il va permettre en fait à ce qu'on ait une thrombose rapidement en fait dans l'anévrisme. Ce qui fait que ce type de technique, on peut même l'utiliser en fait pour les anévrismes rompus. Donc, il y a pas de, il y a- on n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas besoin de double anti-agrément plaquettaire pour les devices intrasaculaires. Donc, on peut les utiliser facilement euh, ce- euh, en tout cas, lorsque la morphologie le permet, on peut l'utiliser. Et souvent, c'est pour les anévrismes saculaires et qui sont dans une bifurcation, comme la bifurcation sylvienne et autres. Par contre, on a quand même une limitation, c'est que lorsque on a en fait un anévrisme irrégulier, il ne pourra pas tenir. Donc, c'est vraiment pour les anévrismes saciformes. Voilà. Bon, ça, c'est juste un exemple de web. Vous pouvez voir, pardon, c'est un anévrisme de la sylvienne qui est bien dans l'axe. On a notre web qui est bien déployé dedans, qui a occlu l'anévrisme. On a les gros lots. Le gros lot, c'est le flow qui a révolutionné ces 10 dernières années. C'est le flow diverter, qui est une nouvelle génération de stents tressés, que lui, il réduit en fait l'activité du flux à l'intérieur de l'anévrisme avec une formation de thrombose à l'intérieur de l'anévrisme. Après, ça prend un peu ça suit en fait un certain phénomène parce qu'il y aura en fait un remodeling du vaisseau et qui va, dans les 2 semaines qui suivent, il y aura une néo-intima qui va se former et l'anévrisme sera complètement occlus au bout de 3 mois. L'anévrisme, normalement, est censé être complètement occlus. Et vous pouvez voir un peu, là, on a le film qui est déployé avec le flux qui est dévié en quelque sorte euh, dans les deux sens. Et bien entendu, c'est des stents qui sont faits de telle sorte que après on aura une néo-intima qui va se former. Et c'est tout comme si on a une nouvelle paroi et cette poche, normalement, il est exclu. Voilà. Donc, en général, que ce soit pour les collets larges ou les fusiformes, il est tout à fait parfait à utiliser. Par contre, il faut avoir à l'esprit que il faut une préparation pré-embolisation pour les flots diverteurs. C'est très important, sinon ça ne se passe pas très bien parce que en réalité, ils sont très thrombogènes, les flots diverteurs, et avec de gros risques d'ischémie. Donc, il faut vraiment préparer les patients avant. Et en général, il faut donner à la veille de l'intervention 180 mg de ticagrelor et le jour avant l'intervention et le jour J, il faut donner 2 heures avant l'embolisation encore deux comprimés de 90, donc 180 mg de ticagrelor.
Puis, avant le déploiement du stent, 250 mg d'aspirine, puis on déploie le stent. Et le soir de l'intervention, le patient reprend ses 90 mg de ticagrelor. Il va passer maintenant un comprimé de ticagrelor matin et soir pendant 3 mois, plus du cardégique. Ensuite, on va réévaluer les choses et si tout va bien, on peut arrêter le ticagrelor, puis le patient va continuer le cardégique pendant les 6 mois, pendant au moins 9 mois. Puis ensuite, on arrête lorsque on n'a pas de risque et que le patient ne pose aucun problème et que l'anévrisme est complètement exclue. Mais parfois, on peut rajouter en fait des coils additionnels au flot diverteur. Parce que par exemple, pour des anévrismes géants, des fois, on peut en avoir besoin. Là, vous voyez, le stent a été mis. Bon, l'anévrisme est exclu juste après le stenting, hein. Et je pense que j'avais oublié de vous montrer un peu tout à l'heure. Je pense que c'était ici. Voilà. Vous pouvez voir, par exemple, là, on voit un peu. Je vais essayer d'avancer un peu. Vous voyez un peu comment. Là, ça, c'est la technique, par exemple, du stenting assist coiling simple. Ça résume un peu ce que je disais, le coiling et le stenting. C'est le même principe, un peu même pour pour déployer le stent flow diverteur. Donc, on retire le micro-guide, le micro-cathé en place. On va faire monter maintenant le stent. Quand, voilà, le stent arrive, on va essayer de déployer le stent. Après, c'est du push et on essaie de faire du push. Bon, ça, c'est un peu plus technique. Donc là, on va déployer le stent. Voilà, il arrive, hop. Et surtout, ça, c'est des mesures qu'on prend avant. On mesure bien la longueur du stent, hein, la partie proximale et la partie distale. Le plus important, c'est que le stent doit couvrir en fait le collet. Donc, une fois que le stent est déployé, et ici, ça fait des stents laser cut. C'est pas des stents à diversion de flux. Donc, les mailles sont plus ou moins bien ouvertes. Et là, on fait rentrer maintenant le micro-guide. Puis ensuite, on sort on sort en fait le micro, euh, le micro-cathéter. Voilà, on sort le micro-guide, on fait rentrer maintenant à travers le micro-cathéter les coils. Voilà. Puis ensuite, c'est des coils qui sont détachables, hein. Au bout d'une fois que le col est bien mis, on détache le col et on se retire. Donc voilà un peu globalement que ça pour le coiling simple et tout ça, voilà un peu comme ça. Mais on était en fait, je pense, au niveau du flow diverteur. Voilà la préparation et un peu. Donc voilà, ça c'est des cas, juste pour illustrer un peu, hein, comme quoi la plupart du temps, même pour les anévrismes de la circulation antérieure, le stenting est beaucoup plus favorable pour ça, mais avec le flow diverteur est plus favorable en tout cas pour la circulation antérieure. Donc, vous voyez un peu. Par contre, des fois, on peut avoir un peu des complications comme une hyperplasie intimale. Et pour le corriger, il faut juste remettre à l'intérieur un stent avec une force radiale plus importante et on arrive à corriger. Et on voit, et très clairement, l'anévrisme est exclu, hein. Là, c'est un exemple d'un anévrisme non rompu de la tête basilaire du sommet. Le flot diverteur a bien réglé le problème aussi. Pardon. Et pour des cas compliqués, un peu comme le white stenting aussi, donc je fais un peu euh, ça, c'est des images de mon service que j'ai assisté sous la supervision, bien sûr, de Dr. Bibé et de Dr. Jeannot. C'était des images, des cas qu'on avait fait ensemble. Et là aussi, ça, c'est juste pour vous montrer un peu en temps réel comment ça se passe, hein. On inflate, euh, on inflate en fait le ballonnet. Une fois que le coil est mis, on déflate tout simplement. On va déflater tout doucement et on se rassure que rien ne bouge. Donc, le coil est bien en place. Le coil est bien en place. Donc, ça, c'est une technique du ballon qui assiste en tout cas le coiling. Et là, c'est du white stenting. C'est un peu trop lourd la vidéo, mais bon, juste pour vous montrer un peu les marqueurs du stent. Le premier stent, il vient là et le deuxième stent, il est là. Et du coup, ça permet de pouvoir coller cet anévrisme qui était quand même très difficile. Vous voyez un peu comment il était très tout moche, hein, avec ces deux branches qui viennent qui sortent pardon, du collet. Donc, ça va être difficile de pouvoir
en fait mettre un coiling sans occlure les branches importantes. Du coup, il fallait essayer de faire un wire stenting pour préserver l'intégrité des parois et de pouvoir faire entrer le coiling pour que ça puisse tenir. Par contre, l'endovasculaire quand même reporte des complications. On a 1 à 2% de complications ischémiques quand même et des complications qu'on ne peut pas occulter, en tout cas l'endovasculaire, qui sont de 3 à 4%. Donc, on peut avoir aussi des complications hémorragiques de 1 à 2%, un déficit transitoire de 2 à 3% et un déficit permanent qui peut aller à 1 à 2%. La mortalité, vraiment, c'est inférieur à 1%, normalement, pour la mortalité. Et du coup, pour essayer de manager tout ça, il faut vraiment déjà prévenir un peu l'ischémie en essayant de bien vérifier s'il n'y a pas un vasospasme. C'est pour ça qu'une fois qu'on finit la procédure, on refait une série pour être sûr qu'il n'y a rien qui manque et que les calibres des artères n'ont pas changé entre-temps. Et bien entendu, le traitement, c'est d'abord surtout médical, la normovolémie, l'hypertension, et respecter ne pas moins de 80 à 100 ml de mercure. Et en endovasculaire, si vraiment nécessaire, si le traitement médical échoue, on a l'angioplastie pas ballonné. Donc, c'est-à-dire que le même ballon que vous voyez, mais ça fait c'est des ballons un peu différents. Quand on essaye d'aller tout simplement gonfler dans l'artère qui est occlue, et en général, le plus important, c'est que si jamais vous avez, par exemple, euh, une artère qui mesure 3 mm, il faudra prendre en fait un ballon inférieur, parce que si vous prenez un ballon qui est de diamètre supérieur, vous risquez d'éclater l'artère. Il faut prendre un ballon peut-être à 2 mm, et comme ça, vous gonflez en fait, même à 1,5 mm, parce qu'en général, les ballons sont compliants, on peut les gonfler jusqu'à 0,5 mm de leur complément. Il faut prendre un petit ballon et ensuite vous essayez d'inflater le ballon pour retrouver un peu le calibre de l'artère. Et bien entendu, en injectant aussi en fait une suture du pneumotrope et du chorotrope. Par contre, s'il y a un décès, bon, c'est trop tard. Donc, vous pouvez voir là, par exemple, on a clairement ici, de départ, la carotide qui est quand même un peu spasmée à 5 mm et la première branche de M1 qui est aussi spasmée, qui est de 2,5 mm. Mais une fois qu'on a mis le pneumotope et le chorotrope et le ballonnet, qu'est-ce qu'on a? On arrive quand même, bien sûr, hein, c'était suite à un anévrisme de M2, là, on va dire bifurque M2, M3 qui était rompu, traité. Et après le traitement d'angioplastie, on voit quand même qu'on a passé de 2,5 à 4 mm, ce qui est déjà pas mal. On a regagné un peu sur la carotide, la thémosin carotidienne, on a regagné quand même de 5, on est passé quand même à 7 mm. Donc, ça marche très bien lorsqu'on s'y prend aussi très tôt. Donc, en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que le traitement endovasculaire dépend de l'âge, hein, de l'architecture des anévrismes intracrâniens, de l'état clinique. Il faut toujours mettre en exergue qu'il faut toujours discuter entre les neurochirurgiens et les neuroradios interventionnels pour prendre la décision adéquate. L'endovasculaire des traitements, pardon, le traitement endovasculaire des anévrismes intracrâniens n'est pas seulement le coiling, non, on a aussi les divers intraseculaires, on a en fait aussi le, les flots diverteurs qui ont révolutionné. On peut aussi occuler les artères portant l'anévrisme, surtout pour les anévrismes disséquants. Je ne me suis pas attardé là-dessus. Pour les anévrismes disséquants, on peut occluer l'artère si éventuellement, en fait, on a l'artère contralatérale qui prend bien en charge les territoires que cette artère prend. Donc, on fait des tests d'occlusion avant de pouvoir, en fait, euh, se lancer sur une occlusion d'un artère parent, d'un anévrisme disséquant ou qu'on n'arrive pas, on ne pourra pas coiler facilement. Voilà. Donc, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, en tout cas ces 20 dernières années concernant l'endovasculaire, et les résultats sont beaucoup plus encourageants. C'est vrai que mon topo ce soir n'était pas sur les résultats. Je ne vous ai pas parlé des classifications de Raymond Roy ou de Okele Morata ou du boss du web et tout ça, parce que c'était pas ça la question, c'était surtout de vous introduire un peu les principes de base du traitement endovasculaire dans les anévrismes. Et surtout, il faut éviter en prévenant vraiment les complications. C'est très important, donc en se préparant correctement. Et aussi, il faut savoir qu'en endovasculaire, on a besoin en tout cas d'un suivi à long terme et d'une courbe d'apprentissage progressive qui est très importante. On ne se lève pas pour dire qu'on fait un stenting d'un anévrisme. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup